Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, paix sur le prophète Mohammed et ses compagnons. الإسلامي والأخلاق ونبدأ باعتذار عن Nous commençons par des excuses. اليوم الأول من المؤتمرات خصوصا إذا كان يوم السبت والناس يودون أن يغفوا Nous voudrons donc vous souhaiter la bienvenue, chers invités, chers participants, et nous vous remercions d'avoir bien voulu être avec nous, notamment ceux qui ont fait le déplacement jusqu'au Qatar pour donc participer à cette conférence. Je voudrais notamment remercier Monsieur Jassem Talfot, qui nous vient donc de la Qatar Foundation, représentant de la présidence de cette institution. Merci beaucoup. Monsieur Saad Mohanadi également, merci beaucoup d'avoir bien voulu être avec nous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux journalistes qui ont également bien voulu être avec nous pour être l'écho également de cette conférence. J'invite les journalistes à récupérer leur dossier de la réception et également coordonné avec Fatima Zahra pour ce qui est de n'importe quel entretien qu'ils auraient envie d'organiser. Donc Fatima Zahra, où se trouve-t-elle? Est-elle là? Alors, chers journalistes, vous devez coordonner avec Fatima Zahra pour ce qui est de vos entretiens. L'ordre du jour s'étale sur 2 journées de travail. Commençant vers les 9 h du matin et s'achevant vers les 17 h. C'est approximatif, évidemment, dans ce cas. On va évoquer donc les éthiques environnementales, l'homme, les éthiques dans le domaine de la femme, également la psychologie et les médias. Nous avons à chaque fois un conférencier ou une conférencière, puis après une table ronde dont donc il y aurait un modérateur et puis 4 participants ayant une expérience et des expertises dans ce domaine. Je vous invite à prendre connaissance de cet ordre du jour. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, faute de temps. Je vous signale également que la traduction en anglais, en français, en arabe sont disponibles. L'arabe étant sur la chaîne 1, 2 pour l'anglais et 3 pour le français. Également, la conférence est disponible sur Internet, en live streaming, sur Facebook, sur Twitter, sur le site de la conférence. Donc nous remercions ceux qui sont avec nous depuis l'univers virtuel, tous ceux qui sont avec nous donc depuis ce monde virtuel. Et ils peuvent certainement laisser des remarques ou bien contribuer sur ces sites. Je voudrais par la présente au nom de M. Tarek Ramadan, directeur du centre. Je voudrais remercier donc l'équipe du travail du centre qui y ont travaillé jour et nuit et d'arrache-pied, notamment M. Shawki Lazar, directeur adjoint du SIL, également M. Mohamed Hani, M. Badi Atouis, Mme Mawaheb Aboubakr, Fatima Zahra Sha'bani, ainsi que Doula Haddad. Et je remercie en particulier Cheikh Mustafa Amin de la faculté des études islamiques qui va donc commencer avec une lecture du Saint-Coran. Je voudrais remercier les bénévoles, ceux qui sont avec nous, ceux qui ont bien voulu sacrifier leur temps pour nous aider à organiser cette fonction, notamment Mona Ali, Mona Kissa,
أنا لوكيانوفيتش، نانسي البسيوني، زكية الليثي، صدوقات أرنا زاروفا، شيماء اليزيدي، هاجر عبادة، غادة غزال، سارة محمد، ميساء أبو هلال، مايا هتفي، مريم معتصم، مختار، سارة عمور، مصطفى المخلع، عبد الصمد البلغيتي. Chers participants, 25 conférenciers prendront la parole venant de 14 pays différents, partout depuis le monde islamique, depuis la Malaisie jusqu'au Maroc, depuis Tanger jusqu'à Jakarta, venant aussi de l'Occident, de tous les continents, j'ose dire. Je réitère donc mes remerciements. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et je vais donc demander à Cheikh Moustapha de bien vouloir s'approcher de la tribune pour une lecture bénie du Coran. Vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. شكرا جزيلا. Nous remercions Cheikh Mustafa Amin pour ces versets. Donc, je réitère mes remerciements. Je voudrais saisir l'occasion également pour remercier également les partenaires du centre, la tête desquels donc l'université Georgetown, dont le doyen est parmi nous et qui va donc prendre la parole sous peu. Nous remercions également l'université du Qatar ainsi que l'Institut international pour les études sur la famille. Également l'association des amis de l'environnement. Nous remercions ces 4 organisations de leur contribution aux travaux de cette conférence. J'appelle M. Shawki Lazhar donc pour prendre la parole, lire son discours d'ouverture, puis après l'allocution du doyen de l'université de Georgetown au Qatar également. M. Shawki. Au nom de Dieu, clément, miséricordieux, paix sur le prophète Mohammed et ses compagnons. Excellence, auguste assemblée, mesdames et messieurs, salam alaikum, paix de Dieu soit sur vous. En cette journée bénie, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de notre centre et à l'occasion de cette seconde conférence annuelle internationale intitulée « L'éthique dans un monde en perpétuelle mutation, point de vue actuel ». Le monde, l'univers s'est transformé et a progressé d'une façon extraordinaire pendant les dernières années jusqu'à ce que cet univers a été façonné. C'est un développement qui n'a pas nécessairement été dans le cadre de l'éthique sous plusieurs de ses aspects. Incontestablement, l'humanité a bénéficié de certains rajouts et a donc progressé sur plusieurs fronts. Et incontestablement également, la qualité de notre vie matérielle et physique a progressé. Mais ce progrès, ce rajout n'a pas été interprété en termes de cause et parfois l'aspect de l'éthique a été oublié de façon également à mettre en péril l'équilibre de la société, de l'environnement ou même de la vie en tant que telle. Du coup, la question de l'éthique est devenue aujourd'hui une question de survie ou de mort du genre humain. La civilisation vraie est celle qui peut assurer un équilibre entre l'âme et le matériel, entre la cause et l'objectif, également entre l'invention ainsi que l'éthique de l'objectif recherché. La civilisation islamique, comme dit Malik Ben Nabi, a perdu cet équilibre lorsqu'elle a fait fi de cette relation notamment entre la science et la conscience, entre les données physiques, matérielles et les dimensions spirituelles. En d'autres termes, elle n'a plus pris en considération les causes et les règles de l'univers. Il dit, nous voyons aujourd'hui en fait une autre expérience qui a suscité, qui a causé un autre déséquilibre. La culture, la civilisation occidentale qui a perdu de l'âme, elle aussi en fait est à bord de l'abîme, comme il dit. On ne veut pas dire par là qu'on pointe du doigt et qu'on reproche ceci à tel ou tel responsable, parce que les crises sont collectives. Les crises ne sont pas l'apanage de telle ou de telle société, parce que la Terre est un univers qui nous joint tous et le feu qui peut avoir lieu
n'importe où peut en fait se propager pour nous atteindre. Si les problèmes sont à ce point collectifs, les solutions doivent être idem. Les crises de ces temps actuels sont telles que l'homme a très bien compris les causes et également les raisons, c'est-à-dire le comment, mais il a oublié la question de l'objectif très souvent, de façon à ce que les tendances instinctives de l'homme ont pris le dessus, loin de ces causes et loin de cette dimension spirituelle. On était censé en fait faire de sorte que ces compétences, ces connaissances soient utilisées pour renforcer l'éthique, mais vu ce que l'humanité en ces temps connaît, ayant perfectionné donc ces compétences, on est différent aujourd'hui de l'homme ancien en termes d'humanité notamment. La spécialisation pointue est une question très importante, raison pour laquelle notre centre a fait la lumière et a insisté sur 12 domaines de recherche: la politique, l'alimentation, l'immigration, les droits de l'homme, l'économie, l'art, l'éducation, la méthodologie de l'éthique, l'environnement, la question des hommes et des femmes, la psychologie, les médias. Mais les spécialisations pointues ne veulent pas dire un manque d'ouverture ou ne pas prendre en considération cet équilibre, raison pour laquelle le centre a voulu donc aborder ou adopter une approche multidisciplinaire qui nous permettrait d'étudier ces questions à la lumière de toutes les autres disciplines, et ce, dans toutes les activités du centre, y compris donc cette seconde conférence annuelle internationale. Et dans chacune des séances, en fait, nous allons donner la parole à des connaisseurs, à des conférenciers relevant de ces domaines. Par également cette conférence internationale, 4 séminaires de recherche sont organisés tout au long de l'année par le centre, avec donc 4 experts de la charia, également 4 experts spécialisés, et ce pendant 3 jours consécutifs pour débattre des problématiques de ces domaines, de ces 12 domaines que je viens de citer. Le centre organise également des conférences que l'on tient une fois par mois, et ce pour débattre avec les étudiants, les chercheurs et le public en général des questions de l'éthique ayant trait à ces 12 domaines de recherche. Le centre est en passe également de publier des œuvres, des études, fruit de ces séminaires spécialisés ainsi que de ces conférences internationales. On ne peut que mentionner une revue académique qui va être publiée également 3 fois par an. La première édition de cette revue a vu le jour tout récemment. Bien sûr, la liste d'activités et de fonctions est très longue, et ce, en collaboration avec plusieurs organisations. Il reste que l'essentiel, le pilier des activités de ce centre serait les projets de recherche, parce que le centre a des projets de recherche dans chacun de ces domaines, avec l'objectif de mettre en place une structure éthique basée sur la charia dans tous ces domaines, et de façon qu'elle soit une référence pour les experts et de façon à servir le monde et l'humanité. Pour plus d'informations sur les activités et les projets du centre, je vous réfère au site internet www.sil.org.
Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que le Tout-Puissant couronnera nos travaux de succès. Paix sur le prophète Mohammed, salam alaykum, paix de Dieu soit sur vous. شكرا جزيلا للأستاذ شوقي الأزهر نائب مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق. Nous remercions M. Shawki Al-Azhar pour ce discours et j'appelle le doyen de l'université de Georgetown au Qatar, M. Gerd Nonman, pour prononcer son discours. Et je remercie encore une fois le doyen et l'université. Ce n'est pas la première fois que l'université offre de tenir cette conférence. Donc, si vous voulez savoir encore plus sur nos activités, vous pouvez demander à l'université de Georgetown. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à l'université de Georgetown. Vous êtes la bienvenue. Partout, dans tous les recoins de l'université, dans la librairie et partout. Bienvenue. C'est exactement le type d'événement que nous adorons tenir. Ceci fait partie de notre raison d'être, non seulement pour offrir nos propres événements, nos propres recherches, mais également pour collaborer avec nos partenaires. Surtout que le centre est intrinsèquement important pour nous, mais également parce que ce qui préoccupe le centre est également ce qui préoccupe l'université. Donc, il y a beaucoup de sujets communs au niveau intellectuel entre les deux établissements. Et ceci s'illustre dans un nombre de façons. Vous verrez durant cette conférence un grand nombre de chercheurs et de professeurs de l'université dans cette conférence. Ceci est exactement le type de partenariat que nous cherchons qui va au-delà d'une conférence de quelques jours. C'est un partenariat que nous espérons se développera et évoluera vers une collaboration entre les savants, les chercheurs et également les étudiants afin de profiter de ces efforts conjoints. Une autre illustration de la cause pour laquelle je pense que ce partenariat est d'une très grande envergure et importance, c'est que le sujet de cette conférence survient au cœur de nos préoccupations dans nos sociétés et à travers nos sociétés, entre les cultures dans la même société. Donc, ceci se rapporte à la politique, à la philosophie, à la culture, tous des sujets que nous, à l'université de Georgetown au Qatar, recherchons également, apprenons. L'université existe depuis plusieurs années et œuvre ardemment pour bâtir les ponts entre les cultures, entre les religions, entre les différentes doctrines religieuses. Ces ponts doivent donc aider à la coopération entre les civilisations. M. Shawki vient de mentionner un point très important. Il est question de pour Georgetown d'offrir une opportunité à tous, mais ceci veut dire également que nous nous intéressons à examiner les questions qui ne sont pas typiquement des questions de la civilisation occidentale. C'est une tentative afin d'intégrer ces questions dans notre système éducatif, dans notre vie quotidienne. Je pense que c'est une collaboration naturelle, un partenariat naturel.
Je passe la parole maintenant aux personnes les plus importantes, soit vous, les orateurs et les participants. Merci. شكرا جزيلا سعادة العميد على الكلمة العميقة. Merci pour cette allocution assez brève mais très riche. Nous entamons maintenant les travaux de cette conférence. Nous commençons donc par la première partie de la séance sur l'environnement. En fait, cette séance est intitulée « Éthique et crise environnementale, proposer des solutions et changer les comportements ». Nous avons en fait, en chaque séance, un discours par un conférencier et puis une table ronde. Donc pour la séance sur l'environnement, ce matin, nous allons commencer par la conférencière Madame Rim Maghribi, qui est donc responsable du programme du monde arabe à l'organisation Greenpeace. Donc j'invite Madame Rim Maghribi à prendre la parole. Elle a 30 minutes à peu près. Et en fait, je suis également responsable de la charge assez désagréable suivante, mais bon, c'est de rappeler un peu les limites du temps à nos conférenciers et parfois je ne serai pas beaucoup de sympathie. Je suis désolée si je vous interromps et si je vous oblige à respecter le temps qui vous est imparti. Madame Maghribi, vous avez la parole. Vous trouverez également une biographie de Madame Rim à l'écran, j'espère. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je remercie le centre ainsi que l'université pour m'avoir accordé cette opportunité pour me tenir devant vous pour discuter la question de l'environnement, des crises environnementales et des difficultés auxquelles le monde arabe est confronté. Je vous présenterai quelques idées et opinions de par mon expérience dans le domaine environnemental et éthique. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour exprimer mon opinion ainsi que partager mon expérience dans le domaine de l'environnement et l'éthique. Je parlerai aujourd'hui de la crise environnementale dans le monde arabe et en espérant vous proposer quelques solutions pour changer les comportements et les conduites. Le monde arabe et son peuple connaissent actuellement une crise. La faim, le déplacement et les corruptions sont les préoccupations principales des êtres humains et malheureusement, ceci constitue l'expérience de plusieurs personnes. Faire la morale sur l'importance de prendre soin de l'environnement et de la planète ne réussira pas, sauf si les besoins individuels sont assurés. Les conférences et les appels par les organisations internationales sur les baleines et les ours polaires ne feront pas écho avec les personnes dont les droits humains ont été négligés, les personnes qui sont opprimées, qui sont piétinées et qui n'ont pas connu les bénéfices des systèmes d'allocution sociale des pays où ces organisations ont vu le jour. Ceci ne veut pas dire que l'environnement ne doit pas figurer à la tête de nos préoccupations, surtout dans cette région. La pollution, la rareté de l'eau, l'insécurité alimentaire et la mauvaise gestion des déchets sont des questions principales pour nous qui affectent notre vie quotidienne dans le monde arabe. Nous devons plutôt parler de la désertification, non de la calotte glaciaire, du littoral et non des forêts. Donc nous devons proposer des solutions locales. Unifier les gens derrière les causes environnementales ne doit pas être difficile. Que nous voyons notre planète comme étant le don de Dieu ou comme étant la mère nature. Notre relation avec la Terre doit être pratique et spirituelle.
Pourtant, il y a des défis croissants avec la croissance de la population, les avancées technologiques, les marchés financiers compliqués, la migration internationale et d'autres facteurs. Atteindre un consensus sur ce qui est bien pour la planète et l'humanité devient plus difficile. De plus, lorsque nous demandons aux gens de changer de conduite, la moralité, l'éthique en tant que telle n'est pas suffisante pour les motiver à prendre le bon chemin. Il doit y avoir également un élément d'équité. Comment encourager les individus afin de recycler leurs bouteilles et réduire leur utilisation de sacs en plastique au nom de l'environnement, alors que le gouvernement et les grandes entreprises continuent à pomper les combustibles fossiles et de gaspiller notre eau. Donc, le fossé entre la responsabilité civique et la responsabilité du gouvernement dans notre région est profond. Nous devons donc parler de l'environnement et des problèmes environnementaux en créant des solutions attrayantes au niveau pratique et éthique pour les gouvernements, les entreprises et les individus. Nous devons développer et établir des objectifs qui responsabilisent tout le monde et pour que tout le monde puisse récolter les fruits de cette approche. Dans un temps ou dans une ère où le peuple dans notre région est préoccupé par le niveau précaire de santé, par l'insécurité et d'autres questions, il peut affected by environmental factors. Et par le chômage, il nous faut parler des questions de la santé dans sa relation avec les questions environnementales. Il faut parler du cancer et de l'eau polluée qui mène à la diarrhée et à l'hépatite, la pollution de l'air qui cause l'asthme, le bronchite et l'emphysème. Selon le Forum arabe pour l'environnement et le développement, les problèmes de santé résultant de la pollution de l'air à cause du secteur du transport nous coûtent quelques 5 milliards de dollars chaque année. Cet argent aurait pu être consacré afin de développer l'éducation, le logement, la création d'opportunités de travail et d'emploi. Donc, le capital de l'investissement ou investir dans le capital n'est pas seulement en train d'affecter notre éducation, notre logement et la création d'emplois. Beaucoup avaient parlé des 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. Ceci n'était pas le résultat du conflit, mais également de la sécheresse et également du fait que le gouvernement ne s'est pas bien préparé pour contrer ces effets. Quelques-uns parlent de la sécheresse comme étant l'un des facteurs de ce conflit. 1 500 000 personnes ont perdu leur communauté, leur maison, leur sécurité en l'espace de quelques ans. La Syrie n'est pas le seul pays au monde qui souffre de la rareté de l'eau. En 2001, la quantité de l'eau disponible par personne dans le monde arabe est tombée sous le plafond ou la limite définie par les Nations Unies. On parle de la rareté de l'eau comme étant une question géopolitique. Et il en va de même pour la distribution de l'eau du Nil ou la distribution de l'eau en Palestine. Mais la rareté de l'eau est due à l'usage excessif et la mauvaise gestion. Arroser les terrains de golf dans les pays du désert, alors que les agriculteurs dans les pays voisins ne peuvent assurer l'eau pour leur propre récolte, nous semble bizarre. Le processus de la désalinisation est nocif à l'environnement puisqu'il consomme beaucoup d'énergie. La plupart des usines de désalinisation utilisent des combustibles et de l'énergie nucléaire. Et le sel excessif qui est déversé dans l'océan est également nocif pour la biodiversité et pour la vie dans l'océan.
Donc, si nous réduisons notre consommation et augmentons l'efficacité de nos systèmes de distribution de l'eau, nous pouvons réduire et même éviter la nécessité de désalinisation. Ceci est également le résultat du changement climatique et aura un effet destructeur sur le tourisme dans plusieurs pays arabes où le tourisme est un facteur essentiel de l'économie. Le littoral également en pâtira alors que la désertification réduit également la production de l'agriculture dans les pays arabes qui peuvent s'autonourrir. Leur dépendance des importations alimentaires augmentera également. Donc le scénario nous semble lugubre et on se noie encore plus dans ces pratiques nocives à l'environnement qui ne prennent pas en considération la sécurité pour l'humanité. Moins de 20% des déchets du monde arabe sont traités ou éliminés de manière convenable dans les décharges et les dépotoirs. Plus de 35% des déchets municipaux ne sont pas rassemblés de manière systématique en Égypte. Ceci veut dire qu'ils sont laissés dans les rues à pourrir. Nous sommes un peuple qui vient d'une région qui a connu une histoire impressionnante au niveau scientifique, culturel et social. Pourtant, ou plutôt, durant les dernières années, le pétrole nous a accordé une très grande opportunité, l'opportunité de connaître la prospérité rapide. Pourtant, si nous regardons autour de nous, nous verrons que la promesse de la prospérité n'est pas vraiment prédominante. Nous souffrons toujours d'un manque de sécurité humanitaire, des sécurités humanitaires les plus fondamentales. Après ce début un peu déprimant, je parlerai des solutions. Nous avons toujours parlé de solutions d'un point de vue We will avoid regional instability. The truth is extérieur vers l'intérieur. Pourtant, si nous donnons la priorité aux individus en parlant des questions de la sécurité humaine, nous pourrons influencer de manière positive la stabilité globale, régionale et nationale. Si nous éliminons les maladies causées par la pollution de l'eau, de l'air et des aliments, nous pouvons également promouvoir le bien-être. Si nous pouvons créer des emplois et réduire le déplacement, nous pourrons stimuler la prospérité. Si nous avons suffisamment d'énergie, d'alimentation et d'eau pour assurer les besoins de tous, nous pourrons assurer la stabilité à long terme. Le bien-être, la prospérité et la stabilité, le tiercé au cœur de la sécurité humaine. Mais assurer nos besoins en respectant l'environnement nous assurera-t-il la santé, le bien-être et tous les besoins, assurera-t-il nos besoins également? L'investissement dans une énergie renouvelable pourra réduire les 5 milliards de dollars que nous dépensons chaque année à traiter nos problèmes de santé. Les pays arabes ont suffisamment de rayons solaires. where we have Dans le monde arabe, c'est-à-dire lorsque nous avons suffisamment de terrain pour des panneaux solaires, on pourra certainement utiliser cette technique. Nous pourrons donc essayer de produire de l'électricité pour les besoins de cette région et même d'en exporter vers ailleurs. La solution paraît très claire et on ne peut même pas y croire pour voir pourquoi peu de pays uniquement ont donc développé des plans énergétiques basés sur l'énergie renouvelable. C'est une question que les individus peuvent faire, mais requiert également des efforts institutionnels. Et apparemment, ils ne le choisissent pas. Donc, réduire la consommation en déchets, en eau, est l'une des solutions. La région arabe est l'une des régions qui connaît le plus de pénurie en eau. Mais la consommation par tête d'habitant dans ces pays est l'un des taux les plus élevés dans le monde. Non pas dans la région, mais dans le monde, dans certains des pays arabes, avec
une disponibilité qui est la moindre dans le monde. Mais la citoyenneté responsable peut donc se développer lorsque les institutions ou encouragent les citoyens et sont l'exemple, c'est-à-dire avec une vision sage et clairvoyante. Les gouvernements peuvent donc suggérer une allocation par tête d'habitant pour la production de déchets et la consommation d'eau, c'est-à-dire que nous allons augmenter l'efficience de la consommation d'eau qui doit être 50%, c'est-à-dire que 50% de l'eau qui nous arrive est en fait gaspillée à cause, par exemple, de tuyaux où il y a des fuites, etc. Comment motivons-nous également les citoyens et les gouvernements pour adopter une vision clairvoyante, sage et éthique? Ce qui m'apporte ou me ramène à la question dont on débat aujourd'hui. Est-ce que la protection environnementale est possible uniquement à la lumière des valeurs religieuses? Je pense que c'est uniquement le début de la lutte. Donc, convaincre les gens d'adopter des conduites qui sont correctes paraît ce qui est le plus difficile, parce que ce qui est correct pour une personne ne serait pas nécessairement correct pour les autres, et ce qui est correct ou adéquat pour un individu ne serait pas adéquat pour l'humanité, et ce qui est correct au jour d'aujourd'hui ne serait pas correct à long terme. Donc la difficulté est dans la définition même de la moralité et de l'éthique. Donc est-ce qu'on est concerné par ce qui est correct pour l'individu ou pour l'humanité en général? Et est-ce que notre système d'éthique prend en considération le présent ou le futur également? Et donc ne doit-on pas prendre en considération également tous les autres droits? Mais si on met en place un code éthique sur lequel nous nous accordons tous, pouvons-nous encourager les individus également à oublier leurs intérêts immédiats et ponctuels et respecter donc le code moral qui serait adéquat pour tous? L'histoire nous dit en fait que la raison est non. Les grandes entreprises pétrolières qui dépensent des millions au jour d'aujourd'hui ne pensent pas certainement aux individus et aux enfants dans les pays qui ont été ravagés par la guerre et où en fait les bases de sécurité ne sont pas préventes. Certainement les enfants vont souffrir à long terme des conséquences du changement climatique à cause de l'usage certainement des énergies fossiles, mais très souvent ces entreprises ne confirme même pas l'idée du changement climatique et parle de mythe. Donc comment pouvons-nous faire la différence? Comment pouvons-nous également travailler sur les conduites éthiques? Les religions essaient de promouvoir des valeurs qui protègent la terre ainsi que les humains. Mais dans un monde où les croyances sont différentes, où les systèmes de valeurs sont différents, où les traditions sont différentes, où certains croient que la planète en fait est un don de Dieu, ou alors que d'autres parlent d'une mère nature. Comment pouvons-nous nous adresser à tous d'une même voix? Les organisations internationales qui promeuvent la protection de l'environnement et d'autres droits ont en général une approche plus séculaire et plus laïque et parlent de justice sociale. Alors que la justice sociale en général est basée sur l'éthique, c'est plus défini pratiquement comme la capacité des gens à prendre conscience de leur capacité dans la société. Pour les citoyens arabes également, de comprendre leur potentiel, ils ont besoin d'eau qui soit pas polluée, d'air qui soit pas pollué, d'aliments qui soient pas pollués. Ce sont donc les bases même de tout besoin. C'est comme les droits fondamentaux de l'homme. Sans cela, nous ne pouvons pas fonctionner tel que le Dieu Tout-Puissant ou même la Mère Nature nous a créés pour fonctionner. C'est-à-dire que prendre en considération ou s'inquiéter pour l'environnement ne serait pas un luxe, c'est un besoin de développement ou même de survie de la race humaine. Je vous remercie de votre attention. شكرا جزيلا للأستاذ ريم مغرب. Je remercie Madame Maghribi pour ce discours très profond et qui vient droit du cœur. Elle a commencé en fait par décrire la situation très difficile dans les pays arabes, mais elle a en même temps en fait allumé une étincelle d'espoir. Elle a posé des questions très difficiles, des questions de défis qui ont trait à l'éthique ainsi qu'à l'essence même de la sécurité humanitaire. En fait, nous disposons maintenant de 30
30 à 45 minutes pour des questions, pour un débat que nous allons commencer. Si vous avez des questions adressées à Madame Rim, n'hésitez pas, le micro est disponible en salle avec les bénévoles. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question, allez-y et Madame Rim est là pour répondre à chaque question. Salam alaikum, je vous remercie, madame, pour cette contribution. Je voudrais évoquer la question de l'eau et notamment la désalinisation. Vous avez évoqué certaines conséquences nocives, notamment pour ce qui est de l'excédent de sel. Est-ce que ce processus est nocif pour la santé ? En fait, je vous réfère aux experts et aux scientifiques, mais de par mon expérience, je dis que si ce processus est nocif pour l'environnement et pour la planète, nous allons en pâtir en fin de compte. Et dans certains pays et dans certaines régions, l'eau n'est pas propre, et c'est-à-dire que ce processus ne serait pas suffisant pour éliminer tous les polluants et donc aura des conséquences nocives sur la santé, mais c'est une question qui doit être évoquée par les experts et les scientifiques. Bonjour. Vous avez évoqué l'éthique environnementale. Qu'est-ce que les organisations internationales, et notamment votre organisation, ont fait pour faire face à ce défi de taille, sachant que la décision est aux mains des politiques, d'où émanent les dangers, les dangers majeurs. Je suis désolée, j'ai pas compris la question, monsieur. J'ai dit que vous avez évoqué les défis environnementaux à la lumière de l'éthique. Je pense que le défi majeur vient des grandes puissances. Qu'est-ce que les organisations internationales ont fait pour justement travailler avec ces grandes puissances et pour que ces dernières prennent en considération l'aspect éthique loin de l'aspect lucratif? Permettez-moi de répondre en anglais. Les organisations internationales ont œuvré pour la protection de l'environnement et comprennent qu'il est nécessaire de travailler avec les gouvernements, les entreprises et les individus. Comme je viens de dire, il est impossible d'encourager un individu à être responsable au niveau de l'environnement sans que les entreprises et les grandes institutions le fassent aussi. Donc, en général, les organisations internationales ont toujours offert des opportunités. Par exemple, les opportunités sont extraordinaire en termes d'énergie renouvelable et des panneaux solaires. Par exemple, le Maroc a adopté ce genre de processus. Et en général, les organisations internationales ne se concentrent pas vraiment sur l'aspect éthique en dialoguant avec les entreprises et les gouvernements parce que nous savons que leur motif n'est pas vraiment l'éthique. Je ne veux pas dire par là que ceci n'est pas dans la structure de nos programmes, mais en général, nous essayons de faire que les solutions soient attrayantes à tous et également de promouvoir des solutions telles que, par exemple, les énergies renouvelables. Par exemple, tous les pays qui essaient de se lancer dans de telles techniques sont soutenus en termes financiers, pécuniaires. Également, comprendre et promouvoir les opportunités pour les affaires et pour les entreprises. Ceci est important, notamment pour les entreprises qui existent déjà dans le monde arabe. C'est une approche qui a été promue, comme je viens de dire, par les organisations internationales. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je voudrais vous remercier pour cette contribution aujourd'hui. Je viens de l'Université de Liverpool,
de la Grande-Bretagne. Je suis responsable en fait de l'investissement éthique, ce qui me pousse à vous poser la question suivante. Si au niveau mondial, nous souffrons de la pollution, du mauvais usage, des problèmes émanant également du changement climatique, puisque donc c'est un problème mondial, c'est-à-dire que nous allons travailler au niveau où nous devons façonner une alliance mondiale universelle. Ce qui m'amène à dire ce qui suit, c'est-à-dire que les entreprises doivent être responsables également au niveau social. Raison pour laquelle des organisations telles que la vôtre ne travaillent pas avec les investisseurs et n'essaient pas donc de travailler sur cet aspect social en parallèle avec l'aspect financier. En fin de compte, toute entreprise a des objectifs lucratifs ou des objectifs financiers. Donc, nous invitons des organisations telles que la vôtre ou également ceux qui travaillent dans ce secteur. Donc, nous vous appelons à plus de collaboration, de coordination avec les investisseurs. Il faut être sûr que ces investisseurs sont donc conscients de cette responsabilité sociale parce que toute entreprise en fin de compte cherche et est en quête de revenus. En même temps, il faut qu'il y ait donc un revenu social. Et si nous ne travaillons pas avec ces investisseurs, si nous ne travaillons pas avec ces entreprises, par le biais de votre organisation et les autres organisations internationales également, pour justement travailler de concert et main dans la main pour essayer d'assurer le succès ou la réalisation de notre objectif, à savoir le revenu financier et le revenu social, eh bien, ceci serait la bonne voie. Je ne demande pas, je ne parle pas de charité ici, parce que les organisations qui travaillent à la lumière ou avec des objectifs de charité ne sont pas la question ici. On parle des entreprises. Tous les problèmes que nous avons dans le monde et que vous avez mentionnés sont dus au manque d'investissement. Et ainsi que le fait que ces entreprises ne sont pas très conscientes de cet aspect. Comment pouvons-nous donc ramener les capitaux? Comment faire que ces investissements nous aident à changer le monde? En même temps, générer des revenus et assurer l'aspect social pour que chacun soit satisfait et pour que donc chacun en tire son propre profit. Merci. Agree with you. Je suis d'accord avec vous pour ce qui est de la responsabilité sociale des entreprises. Toutes les organisations doivent assurer cette responsabilité. Ces organisations doivent utiliser ceci comme étant un moyen pour leur marketing, pour ne pas perdre des clients à la fin. Nous devons également cibler les consommateurs et les informer afin qu'ils puissent entrer en relation avec les entreprises qui adoptent un plan de la responsabilité sociale. Les investisseurs individuels sont des investisseurs individuels dont la responsabilité éthique peut ne pas être motivée par la génération de revenus. On peut également les cibler. Plusieurs organisations internationales empruntent d'agences qui ont des préoccupations éthiques dans leur plan de travail. Ceci représente également un facteur de la responsabilité sociale des grandes entreprises. Vous avez parlé de la question environnementale qui est une question mondiale. Je suis d'accord avec vous. Il y a des initiatives au niveau des gouvernements. Le Qatar a également tenu la conférence COP18 et dans quelques mois, il y aura un nombre d'initiatives pour la paix. Au niveau présidentiel, les gouvernements et les pays tentent de trouver une plateforme de coopération pour que les pays promettent leur contribution pour établir la paix. Mais je pense que c'est une approche un peu difficile. Les organisations et les ONG
se concentre sur la question moyenne et donc essaie d'établir une coopération avec une organisation, avec des individus et ne pense pas au plan plus général. Donc il travaille sur un plan plus détaillé. Je suis prête à recevoir des questions. Saif El-Hajrin. Bonjour. Merci. Je voudrais avancer une observation sur la question de l'eau désalinisée. Cette eau est considérée une source fondamentale, surtout pour les régions désertiques. Quant à leur qualité, quant à leur effet sur la qualité de vie, tant qu'elle assure respecte les normes mondiales de santé, et tant que le processus respecte ces normes, elle n'a pas un effet nocif. Pour ce qui est de leurs effets environnementaux, il y aurait quelques implications environnementales très modérées. Il y a plusieurs études et recherches scientifiques qui essaient de réduire ces effets. Pourtant, pour ce qui est de leur effet sur la qualité de vie et en comparant avec ces effets nocifs, je pense que leurs avantages sont beaucoup plus que leurs effets nocifs, surtout que la population des pays désertiques dépendent de manière fondamentale de cette eau désalinisée. Donc, il y a eu plusieurs recherches qui essaient de réduire leurs implications sur la vie de l'homme. Bien sûr, mais le fait d'utiliser ou de puiser l'énergie solaire est beaucoup plus ou est meilleure que l'utilisation de l'énergie fossile, bien sûr. Oui, bien sûr, telle est la stratégie de l'avenir pour les pays de cette région, dans une tentative d'intégrer l'énergie solaire et dans ce processus afin de réduire les coûts et également réduire les effets nocifs sur l'environnement et sur la santé de l'être humain. لا لا على اليمين Okay. على اليمين هون مرحبا. اهلا اهلا Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Je pense que cette conférence est très importante puisqu'elle soulève plusieurs dimensions, surtout la dimension psychologique, comportementale et environnementale. Je suis un psychiatre et c'est intéressant pour moi que vous parliez de la conduite et comportement de l'être humain. L'OMS a tenu une conférence il y a quelques années sur le comportement et la santé. Il n'y a aucun aspect de la santé qui ne soit ou qui ne se rapporte aux conduites et au comportement humain. Parlons par exemple and really we have to come up with better. Parlons des publicités qui cherchent à inciter ou encourager les fumeurs à arrêter de fumer. Je voudrais entendre parler aujourd'hui des meilleures pratiques pour changer le comportement. Dans les pays scandinaviens, ils ont pu changer les conduites en réduisant le taux de crise cardiaque, en incitant les gens à utiliser les bicyclettes, les vélos. Vous avez parlé des grandes entreprises. Le centre qui organise cette conférence, c'est le Centre pour la législation et l'éthique. On ne peut parler que des grandes entreprises qui causent des effets nocifs aux environnements. Il doit y avoir des législations qui réduisent les effets nocifs pour l'environnement. Pour ce qui est des statistiques des pays arabes, ils peuvent prêter à confusion. On parle de plus haut taux de consommation et la plus faible disponibilité.
Pourtant, il y a des différences entre les pays arabes. On ne peut généraliser. Je pense qu'il nous faut donner des statistiques précises avant de généraliser. Merci. Au moins pour ce qui est de l'environnement, je préfère penser que nos gouvernements, nos pays peuvent s'unifier. On peut parler d'une collaboration arabe vers un objectif partagé. Tel est un de mes rêves, mais je pense que pour ce qui est des questions environnementales, on parle de questions géopolitiques. Vous avez parlé du changement de comportement. Bien sûr, on ne peut dire à quelqu'un que ceci a un effet positif pour la planète avant de parler de l'insécurité humaine. J'ai dit qu'il ne faut pas parler des calottes glaciaires dans cette région, bien que ces calottes glaciaires aient de grands effets nocifs sur l'environnement mondial. Mais on pense à une approche locale. J'ai grandi à Londres et il y a quelques années, il était totalement normal de jeter les déchets par terre dans les rues. Pourtant, les comportements ont changé et ce à cause des législations. On a commencé par des publicités, par des brochures partout autour de nous. Et finalement, on a imposé... Now, I live in Beirut and people On a imposé donc un PV de 40 livres pour ceux qui jettent des déchets. Donc, on a changé les comportements. Pourtant, même s'il y a des lois et des législations, le gouvernement peut ne pas être bien respecté. Donc, des gens vous diront, si le gouvernement ne s'intéresse pas, pourquoi devrais-je m'intéresser? Donc, nous devons regarder le plan général quand on parle de gouvernement et des solutions. Mais je suis d'accord avec vous pour ce qui est du changement des conduites et des comportements. J'ai une question qui m'est parvenue sur le site électronique. Avec le développement des technologies solaires, quel est le défi, quel est l'obstacle majeur devant le développement de l'énergie solaire? Je pense que le Maroc vise à produire 30% de son taux de consommation annuel de par l'énergie solaire. Donc, ceci est un meilleur chiffre que celui enregistré dans les pays européens. L'obstacle majeur, c'est la sensibilisation, c'est le fait de réaliser que les investissements, même très coûteux dans l'énergie solaire, peuvent nous donner des conséquences très favorables à long terme. Quelques pays arabes ont des ressources, d'autres ont du soleil et d'autres ont des ressources humaines. Donc, une coopération, une coordination, une approche conjointe pourrait être la meilleure solution, je pense. Donc, ces questions de sensibilisation et ces plans d'affaires doivent braquer la lumière sur les effets favorables à l'environnement à long terme. Ceci s'applique également aux questions de santé. Ces ressources peuvent être utilisées pour prévenir les problèmes de santé et assurer la durabilité à long terme. Je pense que c'est une question dont la réponse sera donnée par plusieurs conférenciers durant cette conférence. Puisque nous nous retrouvons dans le centre de recherche pour la législation et l'éthique, il nous faut indiquer que l'islam fut
pionnier dans cet appel à préserver l'environnement et à protéger nos ressources naturelles telles que l'eau, et il a incité à éviter la pollution de l'environnement. Nous avons plusieurs injonctions, plusieurs recherches islamiques qui parlent de la protection de l'environnement. Donc, cette perspective islamique pour la protection de l'environnement est la meilleure introduction pour consacrer et ancrer ces principes, ces concepts écologiques dans les systèmes scolaires, dans les communautés locales. Si cette vérité, si cette valeur est ancrée, si les citoyens, si la communauté considère que l'environnement est un don de Dieu, que nous devons protéger, je pense que nous épargnerons plusieurs conférences et plusieurs séminaires où nous traitons des problèmes écologiques. Je pense que nous devons prendre et parler de cette perspective, surtout que cette conférence est tenue par le centre. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que dans certains pays, nous pouvons encourager les communautés, les citoyens à préserver l'environnement de par une perspective éthique islamique. Pourtant, les opinions religieuses diffèrent. Je pense plutôt que nous devons adopter une stratégie qui pourrait s'adresser aux personnes de toutes les religions. Telle est mon opinion personnelle, mais il va sans dire que l'histoire de cette religion, l'histoire des religions en général, peut nous aider à bâtir cette stratégie. Je vous remercie pour cette interaction et j'espère que ce dialogue se poursuivra durant cette conférence. Merci, Madame Rim. Nous remercions Madame Rim Maghrebi de Greenpeace. Je remercie également l'audience pour son interaction, pour les questions qui ont été posées. Je vous demande de me pardonner pour ne pas avoir pris plus de questions. Nous prendrons une pause en espérant que nous aurons plus de temps durant les séances prochaines. Je voudrais, avant de prendre la pause, remercier Cheikh Youssef Al-Qaradawi qui nous a honorés par sa présence. Nous le remercions pour sa présence dans cette conférence. J'avais consacré 30 à 35 minutes pour cette discussion. C'était une erreur de ma part. Nous prendrons donc 15 minutes nous prendrons une pause pour 15 minutes avant de reprendre la séance prochaine. Merci.